Les murs du célèbre Panthéon à Paris vont bientôt s'animer de lettres et de couleurs grâce à Philippe Apelwag. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, il est pourtant un graphiste à la renommée internationale. Ce passionné des lettres, au sens propre, crée signalétiques, affiches, couvertures de livres d'art en Europe, à New York, Tokyo ou Abu Dhabi. On lui doit même des nouvelles polices de caractère. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 septembre prochain, de 20 h à minuit, le Centre des musées nationaux accueillera son installation intitulée « Ces murs qui nous font signe », une projection de 1000 photographies sur les murs extérieurs du Panthéon de plaques commémoratives de la Seconde Guerre mondiale à Paris. Cette installation gratuite et ouverte à tous fait suite à la parution en 2018 du livre déjà monumental « Enfants de Paris 1939-1945 » paru chez Gallimard, qui répertorié près de 1000 plaques commémoratives classées par arrondissement. Un dialogue donc entre histoire, la mémoire et la typographie. Philippe Apelwag, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi pourquoi après ce superbe livre « Enfants de Paris 39-45 » qui a reçu d'ailleurs le prix en 2019 tiers de l'Académie française, vous avez souhaité prolonger ce projet via une installation artistique et monumentale. Et pourquoi au Panthéon? Alors pour le faire partager au plus grand nombre. Les photos de toutes les plaques commémoratives, il y en a plus de 1200, étaient tellement belles, j'ai envie de dire, puisqu'elles donc rassemblent non seulement ces plaques, mais aussi elles donnent des indices sur l'architecture parisienne, les murs en pierre de taille, les murs en briques, en ciment, etc. Mais donc on m'a fait plusieurs propositions en me disant pourquoi ne pas faire une exposition de ces images. Et je ne voyais pas, vous voyez, les photos des plaques encadrées et rassemblées dans un espace clos. Je pensais qu'il fallait les laisser dans l'espace public, à l'air libre. Et l'idée m'est venue de mettre en place une sorte de diaporama gigantesque, de changer l'échelle des plaques. Après, il y a eu vraiment un travail sur l'endroit où ça pouvait avoir lieu. Je pensais au début sur les quais de la Seine, j'ai imaginé la cité de l'architecture, même la façade du mémorial de la Shoah dans le Marais. Et peu à peu, je me suis rendu compte que le Panthéon était l'endroit le plus emblématique, puisque c'est un sanctuaire républicain, c'est un temple laïque, et les murs donc, sont des murs aveugles de part et d'autre du bâtiment. Et là, ça deviendrait de magnifiques écrans pour projeter les images des plaques, et donc rendre ce monument comme une lanterne magique, une sorte de monument de lumière, alors que le livre était, lui, sur ses 1200 pages, un monument de papier. Les noms des célébrités qui reposent pour l'éternité dans la crypte du Panthéon vont résonner avec ceux inscrits sur les plaques commémoratives qu'on trouve dans les 20 arrondissements de Paris, que ce soit de gens célèbres ou pas, puisque certaines plaques, évidemment, rendent hommage à des personnalités historiques, qu'elles soient dans le monde littéraire, artistique, militaire, politique, et dont certains, évidemment, sont inhumés au Panthéon. Je pense à Pierre Brossolette, je pense à Jean Moulin, à René Cassin, à Jean Zay, entre autres, à tous ces gens qui sont au Panthéon. Donc, quand on se balade dans les rues de Paris, on ne prête pas forcément attention à ces petites plaques, tandis que là, en zoomant dessus, en les projetant de manière XXL, j'ai envie de dire, on ne pourra plus les ignorer, et donc on ne pourra plus ignorer la mémoire de ces personnes. C'est une façon d'ouvrir le regard et d'apprendre à voir ce qui passe pour inaperçu. Il est certain que les plaques sont très discrètes dans Paris. La plupart sont discrètes. Elles sont des fois situées très en hauteur, donc on ne les remarque pas, ou alors pratiquement au sol, voire au sol. Et elles se fondent dans l'épiderme minéral, vous voyez, des murs. Donc soudain, de les projeter comme ça dans une taille très très grande, de les voir sur un monument qui évidemment symbolique, bien sûr, est très symbolique et en même temps très beau, parce que la superposition, vous voyez, des images des plaques sur le calpinage de pierre du Panthéon crée une matière tout à fait intéressante et donne à voir vraiment la dimension, j'ai envie de dire, artistique aussi, vous voyez, des matériaux utilisés pour ces plaques, mais aussi de leur composition typographique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que
il s'agit évidemment d'une installation mémorielle pour rendre hommage à des personnes qui ont existé, on va en parler, mais aussi c'est une installation artistique, puisque vous êtes typographe de formation, pour attirer le regard sur les lettres. C'est au croisement, et les matériaux, c'est au croisement de plusieurs disciplines. C'est au croisement de la mémoire et de la typographie. C'est comme un trait d'union, vous voyez, entre les deux thèmes qui me tiennent à cœur. Bien sûr, la mémoire, quand je pense à toutes ces personnes qui nous hantent d'une certaine façon, ces personnes du XXe siècle qui continuent à habiter le XXIe siècle débutant. Et je pense que exister aussi, c'est se souvenir. Et donc, on est confronté en permanence lors de nos déambulations dans la ville, puisqu'il y a des plaques dans tous les arrondissements, par ces traces de la mémoire. Est-ce qu'il y aura des thématiques particulières lors de cette projection, ou est-ce qu'elles seront projetées, ces plaques, pêle-mêle, sans hiérarchie? Alors, elles sont projetées par ordre géographique, du 1er arrondissement jusqu'au 20e. Pas de jaloux. Non, pas de jaloux et pas de hiérarchie non plus entre les différents destins, parce que les plaques racontent toutes sortes des destins très variés. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui, évidemment, rendent hommage aux combattants de la libération de Paris. Il y en a un certain nombre qui témoignent de l'histoire des Juifs à Paris pendant cette période, de l'action des justes, de l'action des résistants et de différents corps de métiers, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles ou même des artisans ou des commerçants ou des gens d'église qui ont eu une action soit d'aide pour les Juifs ou alors qui ont eu une action dans la résistance. Donc oui, ces plaques évoquent des destins extrêmement différents, qu'il s'agisse de Français ou d'étrangers, de résistants ou de déportés. Oui, de célébrités. De célébrités ou d'anonymes. Dans le monde politique, militaire, mais aussi artistique. Il y a eu beaucoup d'intellectuels qui se sont engagés ou dont on retrouve les noms, pour en citer quelques-uns, dans le 5e arrondissement. Je pense à Edith Thomas, écrivaine. Je pense à Sylvia Montfort, à Romain Gary, dont on trouve le nom, bien sûr Robert Desnos, enfin il y a différents noms. Le poète déporté Absolument. À Thérésine. Absolument. Donc, et puis après les personnalités. Joséphine Baker aussi. Exactement, dans le 9e. Une plaque a été posée récemment dans le 9e arrondissement où elle avait son cabaret et il est indiqué qu'elle était résistante. Il y a bien sûr des plaques qui rendent hommage à Jean Moulin, à Jean Zay, donc des gens qui sont eux-mêmes au Panthéon, à René Cassin. Il ne faut pas non plus oublier tous les enfants, et je pense évidemment aux enfants juifs. Il y a plus de 6000 enfants juifs à Paris qui ont été arrêtés et dont les plaques maintenant posées sur les écoles rendent hommage, enfin témoignent de leur courte vie. Et je pense que tous ces gens-là seront en tous les cas présents, vous voyez, au moment des Journées du patrimoine, du fait que leur nom soit projeté sur les murs du Panthéon. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces plaques commémoratives à Paris par rapport à d'autres plaques que l'on peut trouver à Berlin, à Vienne, en Pologne? Alors déjà, c'est leur quantité. Il y a, je crois, Paris est une des villes qui compte le plus de nombre de plaques commémoratives de cette période de l'histoire. Après, c'est leur diversité et leur singularité. Elles ont toutes des formats plus ou moins différents, des couleurs différentes, des matériaux différents. On retrouve la pierre, le marbre, le granit, le métal, le bois. Il y en a certaines en bois, certaines en matière synthétique. Et puis, évidemment, la diversité, vous voyez, de la composition typographique. Il y a des lettres en relief, des lettres en creux, dorées, peintes. Donc, et ça vous plaît? Ce côté hétéroclite? Oui, parce que ce sont des voix polyphoniques, j'ai envie de dire. Et on a l'impression que, vous voyez, chacun a essayé de mettre sa touche sur comment on pourrait rendre hommage aux disparus. Et justement, ça permet aussi d'échapper à une forme de standardisation ou d'uniformisation qui existe aujourd'hui dans la célébration de la mémoire. Et évidemment, c'est ce qui a été fait, entre autres en Allemagne avec Stoppelsteine, qui est une très belle idée d'un artiste allemand, Günther Demning. Mais Stoppelsteine, ça veut dire pierre sur lequel on trébuche. Sur lesquels on trébuche, c'est des plaques en laiton dans le sol. Ce sont des pavés. Des pavés en laiton.
où il y a gravé le nom d'une famille juive qui habitait à tel endroit et qui a été déportée. En tous les cas, de gens victimes du nazisme. Ce qui est intéressant dans les plaques parisiennes, et j'y reviens, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'honorer la mémoire de la population juive victime du nazisme, mais également de toutes les autres histoires humaines de gens qui ont été pris dans les mailles voyez, de l'histoire à cette période. Et je pense bien sûr aux combattants de la libération, j'évoquais comment dire, les résistants et toutes sortes de personnes, ou alors de lieux emblématiques, parce que ce n'est pas forcément que des personnes. Vous voyez, il y a une plaque sur la gare d'Orsay, l'ancienne gare d'Orsay, aujourd'hui musée, sur le quai Anatole France, et qui, bien sûr, rappelle que la gare était un centre d'accueil des déportés. C'est la même chose sur l'hôtel Lutetia. Vous avez des plaques, et bien sûr, dans le 15e, ne pas oublier la plaque peut-être la plus emblématique qui commémore la rafle du Veldiv. Donc ce ne sont pas forcément des plaques nominatives, ce sont des plaques aussi qui rendent hommage à des lieux qui ont été des lieux de points historiques. Il y en a une aussi rue Lauriston où la Gestapo organisait la torture. Enfin, bon, donc, et il y a aussi des plaques dans des lieux très insolites, par exemple dans les égouts de Paris, ou au 3e étage, la Tour Eiffel. Absolument, où les pompiers ont hissé en sommet de la Tour Eiffel. Elle raconte, la plaque décrit l'acte de bravoure des pompiers qui ont hissé le drapeau tricolore quelques jours avant la libération de Paris. Dans la rédaction de ces plaques, est-ce qu'en fonction des époques, il y a des différences de style et même de forme? Et j'ai l'impression que certaines sont vraiment ultra laconiques. Ici, un tel est mort, voilà, oui, sans donner tel le nom, jour. Tel jour. Et parfois, c'est beaucoup plus long. Ce qui est troublant, c'est aussi de voir que le nom de l'ennemi a changé, puisque les plaques, il y a une histoire de la vie des plaques, et donc le vocabulaire change. Donc maintenant, on parle des nazis, on ne mentionne plus les Allemands, mais il y a encore quelques plaques. Voilà, il y a encore des plaques qui mentionnent le nom Bosch, il y en a au moins 2 dans Paris, oui. Est-ce qu'on peut dater les différentes plaques? Je pense qu'on peut en tous les cas, par le vocabulaire utilisé, se rendre compte que la mémoire, la façon dont on parle de cette époque change. Et par exemple, les anciennes plaques ne mentionnent jamais le régime de Vichy. Aujourd'hui, les plaques récentes, pour beaucoup d'entre elles, pour ce qui concerne en tous les cas la déportation des Juifs, mentionnent non seulement, bien sûr, les nazis, mais aussi la complicité du gouvernement de Vichy. Et ça, c'est récent. Est-ce qu'il y a une plaque qui vous a ému particulièrement, dont vous aimeriez parler, soit à cause de la personne qu'elle évoque et de son histoire, soit par sa forme? Il y en a plusieurs, bien sûr. Je pense à celle qui rend hommage au poète hongrois Miklos Radnóti, qui est 16 rue Cujas, dans le 5e arrondissement, qui est une plaque somptueuse par la qualité de la composition typographique, où on voit des lettres entrelacées les unes entre les autres. Elle a été réalisée dans une sorte de céramique qui fait penser à la majolique. Elle est blanche et on voit le portrait du poète qui a habité là en 1939, qui est mort en 1944 dans un camp nazi en Serbie, je crois. C'est devenu un repère d'ailleurs de recueillement d'un certain nombre de Hongrois qui, lorsqu'ils visitent Paris, se rendent rue Cujas pour voir la plaque. Donc, vous voyez, elle a une dimension tout à fait singulière, et en plus elle est complétée de 4 lignes d'un de ses poèmes. Est-ce qu'à chaque fois que vous êtes intéressé à ces plaques, vous avez creusé l'histoire des personnes qui étaient derrière? J'imagine parfois c'est impossible. Parfois, mais pas toujours, parce que moi je ne voulais pas du tout me poser en tant qu'historien, je ne le suis pas. Et vous voyez, j'ai pas envie d'amener la froideur des audioguides qu'on peut trouver dans un certain nombre de musées. J'aime bien quand les plaques restent d'une certaine façon mystérieuses. Après, vous voyez, il y a quand même une histoire que l'on peut prolonger soi-même pour aller chercher. Il y a toutes sortes aujourd'hui de moyens de connaître l'histoire de ces gens dont les noms sont mentionnés sur les plaques, ne serait-ce que d'aller sur Internet. Est-ce qu'il y a une plaque que vous trouvez particulièrement laide?
Laide, c'est difficile à dire, en tous les cas maladroite. Maladroite. Oui, parce qu'il y a quand même une certaine beauté des plaques, même dans les maladresses. Mais la maladresse, elle est souvent aujourd'hui répétée dans la façon dont les plaques sont composées récemment. Il y a une absence complète du geste des artisans d'autrefois. Elles sont faites de façon mécanique et maintenant c'est le message, j'ai envie de dire, politique qui prime à l'ouvrage artistique et ça c'est bien dommage. Aujourd'hui, elles sont toutes standardisées avec d'ailleurs une composition typographique très médiocre. Rien à voir, j'imagine, avec la plaque qui est à l'origine de tous ces projets incroyables, la plaque à Châteaumeillan dans le Berry en 2004, dont votre mère, Ida Rosenberg, est à l'origine, puisqu'elle a été cachée à Châteaumeillan dans le Berry et qu'elle voulait rendre hommage donc aux personnes qui l'avaient cachée. Oui, elle, ses parents, ses frères et d'autres familles juives qui étaient réfugiées à Châteaumeillan, donc une petite ville du département du Cher. C'est une plaque qui a une dimension émotionnelle, pour moi, bien sûr, pour notre famille, mais aussi, vous voyez, j'ai envie de dire, pour les habitants de la ville, et bien au-delà, puisque il n'est pas commun, vous voyez, de remercier un village entier qui a sauvé des familles juives. Souvent, les plaques sont nominatives, et là, cette plaque, ce qui la distingue de beaucoup d'autres, c'est que c'est la ville entière, ce sont tous les habitants de la ville qui sont remerciés, puisque la plaque commence par le mot merci, des actes de courage et de bravoure que la population a eu pendant l'occupation allemande. C'est comme ça que c'est un des éléments déclencheurs du projet. Ce n'est pas le seul, mais ça a été évidemment un moment très important. Oui, c'est inoubliable. Que pensez-vous de la polémique autour de la concurrence victimaire et mémorielle? Certains qui diraient qu'on donne trop de place au drame au pluriel de la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah en particulier, par rapport à d'autres drames terribles que sont l'esclavage, par exemple. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence à avoir, ni de compétition. Il y a effectivement des histoires à connaître sur les turbulences du monde. Elles nous concernent. L'histoire de l'esclavage, à ce que je sache, c'est quand même une autre histoire. C'est une histoire terrible. C'est une histoire de commerce, commerce des hommes. Humain, des hommes. Je pense que ça a rendu les hommes des sous-hommes. Et c'est ça qui était vraiment, qui était insupportable et inacceptable, et par un racisme évidemment épouvantable. Et mis en épingle. Par contre, évidemment, la Shoah, il n'y avait pas de marchandage, c'était une déshumanisation totale. Et ça... qui avait pour but unique la destruction. Oui, la destruction, voilà. C'est vraiment l'industrialisation de la mort. C'est pour ça aussi que je crois qu'il faut arriver à transmettre quelque chose aux générations qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent après le XXe siècle, qui grandissent dans une autre époque avec des références qui sont autres. Et voyez, pour revenir aux plaques, eh bien, c'est une façon tout à fait originale et qui n'est pas académique de savoir que l'histoire nous accompagne. Vous avez monté une association pour créer cette installation qui s'appelle donc l'association Les Enfants de Paris. Quelle est sa vocation exactement ? La vocation nous a permis déjà de récolter des fonds pour nous aider de mener à bien cette installation. Nous avons donc un soutien de différentes institutions, que ce soit le ministère de la Culture, le ministère des Armées, mais aussi de fondations, l'Office franco-allemand de la jeunesse, d'ambassades, l'ambassade d'Allemagne auprès de l'UNESCO, l'ambassade d'Espagne, et je pense bien sûr à toutes les plaques qui rendent hommage aux républicains espagnols, à l'ambassade de Suède, qui en hommage entre autres aux deux Raoul, mais Raoul Nordling qui a protégé Paris qui a évité la destruction de Paris. Diplomate très courageux. On a le soutien de l'ambassade du Luxembourg également. On a différents... Et puis, bien sûr, la Fondation Rothschild, j'espère ne pas les oublier tous, mais et puis des particuliers qui nous ont aidés. Je pense aussi aux éditions Odile Jacob qui se sont impliqués dans le projet. Ils sont rue Soufflot. Est-ce que vous aimeriez que cette installation survive à ces 4 jours de Journée du patrimoine? Alors, ça serait... Et de quelle manière? Dans un musée
Dans un autre endroit de Paris? Je pense que l'installation pourrait être reprise et à des dates encore plus emblématiques que celles des Journées européennes du patrimoine, puisqu'à l'origine nous souhaitions les faire, faire l'installation le 8 mai et le 9 mai. Le 8 mai, bien sûr, date symbolique, historique qui commémore de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Oui, et le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Donc, il est vrai qu'on pourrait imaginer que cette installation soit répétée ou tous les ans ou de façon régulière à ces dates-là, bien sûr, ici, au Panthéon ou ailleurs. En attendant, rendez-vous le 16, 17 et 18 septembre prochain, aux Places des Grands Hommes donc, pour admirer ensemble ces murs qui nous font signe. Philippe Apellouag, merci. Merci à vous.